parler de Pierre Lenoir, le gouverneur le plus exemplaire du comptoir de Pondichéry au début du XVIIIe siècle. Après le décès du fondateur de Pondichéry, François Martin, en 1706, la situation du comptoir français devient chaotique. Les gouverneurs, 6 en 15 ans, n'ont pas les qualités requises et sèment la zizanie dans la petite colonie. En 1714, les missionnaires jésuites, intolérants à l'égard de l'hindouisme, arrivent à convaincre le gouverneur Duvillier qu'il faut interdire aux Tamouls de faire aucune cérémonie pendant la quinzaine de Pâques, l'octave du Saint-Sacrement, les fêtes de l'Ascension, la fête de Saint-Louis, les dimanches, la Toussaint et Noël, comme aussi de ne faire aucune cérémonie pendant la nouvelle lune, si elle arrive le dimanche, non plus celle des enterrements au son des instruments. Cette mesure provoque le départ de très nombreux commerçants et artisans indiens. Les Capucins, déjà en place depuis le début de la ville, ne partagent pas l'intransigeance des jésuites, arrivés bien après. L'animosité entre les deux ordres est constante et ne sera jamais atténuée. Lorsque le Conseil supérieur les consulte pour décider des mesures à prendre face au départ des Indiens de Pondichéry, les Capucins disent d'une voix commune que leur avis était de permettre au peuple leur cérémonie de la manière qui leur était permise lorsque le gouverneur est arrivé à Pondichéry. Les jésuites affirment au contraire qu'il faut se servir de l'occasion qui se présente pour abattre la pagode et que c'est un bon moyen pour les faire revenir à la ville. Quel que soit le contexte, il n'y a pas d'anachronisme à juger que ces derniers, les jésuites, sont particulièrement intolérants et naïfs. Comment peuvent-ils prétendre que la démolition d'un temple hindou puisse inciter les Indiens à avoir de meilleurs sentiments envers les Français et à se réinstaller dans la cité? Alors ils obtiennent malgré tout gain de cause, avec les conséquences qu'on pouvait attendre. Encore une raison contre nous qui est plus forte qu'on ne pense, c'est que, conduits par nos religieux missionnaires, nous nous sommes acharnés à détruire plusieurs temples des gentils, quelquefois pour en enlever les pierres, quelquefois pour le seul plaisir de détruire leurs idoles. On a vu nos soldats, excités par leur aumônier, choisir de préférence les temples des habitants pour y faire leurs ordures. Sur quoi, alarme de tous côtés, les gens du pays nous abandonnèrent et nous restâmes si seuls qu'on ne trouvait pas un grain de riz ou de blé dans le camp. On fut obligé enfin, pour ne pas mourir de faim, de faire des excuses, de faire nettoyer les temples par nos propres gens et de punir par les verges les soldats qui les avaient insultés. Alors c'est un témoignage extrait d'un mémoire de l'eau de l'Horizon de 1677, cité dans l'introduction de Julien Vinson, écrite en 1893 dans Les Français dans l'Inde, extrait du journal d'Ananda Ranga Poulet. En fait, tout sépare les jésuites, proches de la fastueuse Église de Rome et souvent agents politiques du pape, des capucins respectant la règle de la pauvreté absolue de saint François d'Assise et vêtus d'une simple bure à capuchon pointu, d'où leur nom, capucin. Cette seconde image semble plus proche, selon nous, de celle des moines de la chrétienté celtique. À la mort de François Martin souffre donc une période
d'instabilité à Pondichéry. Pour que l'extension de la ville reprenne, il faut attendre sa prise en charge par Pierre le Noir en 1721. Celui-ci est né dans le Maine, province voisine de la Bretagne, et qui en possède la mentalité bocagère, notamment pour les relations sociales. Rappelons également que l'article « le » au début d'un nom de famille est souvent typique du milieu populaire breton. Pierre le Noir n'est donc pas noble, mais n'en ressent, comme la plupart des habitants de l'Ouest, aucun sentiment d'infériorité. Il exerce son autorité sans complexe, et on le verra plus loin, dans un souci d'égalité entre personnes et entre les différentes communautés. Le Noir arrive en Inde au service de la nouvelle compagnie de l'eau en 1719. Dès cette époque, son rôle apparaît déterminant. Une lettre du Conseil supérieur du 20 février 1720 nous apprend que rien ne se fait à Pondichéry sans son avis. L'ancienne compagnie, créée par Colbert en 1664, n'a pu maintenir ses prétentions. Déclarée ruinée en 1708, elle a abandonné son monopole de navigation et de commerce aux Malouins, tout en gardant une rente de 10% sur le profit des expéditions. Les Malouins, eux, surent parvenir à la réussite. Leur expérience du grand large, il est vrai, est ancienne. Ils se lancent dans le commerce des Indes avec les fonds, les bateaux et l'esprit d'entreprise qui avait manqué jusque-là. Là où la compagnie avait échoué, ils accumulent les bénéfices. Malheureusement pour eux, en 1717, le banquier ministre Law a les dents longues et veut s'approprier tout le commerce français d'outre-mer. Si Versailles avait laissé agir librement les armateurs de l'Ouest, le commerce français en Inde aurait pu prendre, dès cette époque, une dimension jamais atteinte. Cette perspective d'un enrichissement de la province bretonne, sans contrôle étroit de la capitale française, est insupportable au vieux duc d'Orléans qui assure la régence après la mort de Louis XIV en 1715. Les armateurs malouins doivent encore une fois se soumettre à l'hégémonie parisienne. Et voilà le témoignage de René Flavier. Parfaite réussite négociante, la Compagnie des Indes orientales de Saint-Malo ne peut résister en 1719 aux Mississippiens qui rassemblent dans la nouvelle Compagnie des Indes de l'eau la quasi-totalité du grand commerce maritime français. Elle a néanmoins permis à la première Compagnie des Indes orientales d'amorcer une liquidation honorable avec un équilibre des comptes, le remboursement des dettes en Europe et le maintien minimal aux Indes de Surat, Pondichéry et Chandernagore. Ce sont également des bateaux malouins qui, en 1715, importent les premiers plants de café et prennent possession de l'île Maurice, la rebaptisant Île-de-France contre le vœu de Paris de la nommer Île d'Orléans en hommage au régent. Les premiers pieds de café sont importés à l'île Bourbon, qui en deviendra le principal producteur au XVIIIe siècle. Malgré ce satisfecit et les services rendus à la France, les Bretons n'ont d'autre choix que d'accepter le rachat de leur compagnie florissante. La nouvelle Compagnie des Indes forme un vaste conglomérat autour de la Compagnie d'Occident, créée en août 1717 pour la mise en valeur de la Louisiane, détentrice depuis le 15 décembre 1718 du monopole de la Compagnie du Sénégal, maîtresse de la traite des Noirs,
L'édit de Réunion du 23 mai 1719 lui adjoint ceux des compagnies des Indes orientales et de la Chine. C'est donc dans ce nouveau cadre administratif, très centraliste, qu'intervient Pierre Lenoir, nommé gouverneur à Pondichéry. Ce cadre lui est favorable, puisque Law veut concentrer les activités de sa compagnie sur l'Inde et que cette orientation se maintiendra malgré l'échec de son système politique. De 1719 à 1770, la compagnie fait de l'Orient un des ports les plus actifs du royaume. Plus d'un demi-million de tonnes sont expédiées vers tous les continents, dont 300 000 reviennent sur les bords du Scorff. Si elle se débarrasse en 1731 de la Louisiane, n'insiste guère à Mocha, encore moins aux Antilles, tout en se maintenant au Sénégal jusqu'en 1758, la Compagnie des Indes se spécialise avant tout vers les Indes, plus de 130 000 tonnes de retour, les îles de France et de Bourbon, plus de 50 000 tonnes, et la Chine, plus de 50 000 tonnes également. Il serait cependant erroné de prétendre que tout se passe bien dès 1719. Le passage de l'eau aux affaires et la mise au point du système est l'occasion d'un retour en force de l'État. Pour le ministre, il convenait, pour assurer le succès d'entreprises lointaines, de réunir toutes les activités commerciales dans une seule compagnie par action contrôlée par l'État. Law se trompe évidemment, puisque son entreprise d'État, c'est l'opinion la plus couramment admise, aurait eu une activité inférieure à celle des Malouins. En tout état de cause, elle n'assure pas la totalité de l'armement naval et s'effondre avec le système en 1721. Alors, je rappelle que le système, c'est la banque créée par Law, émission de papier-monnaie. Ça a été une catastrophe. Réorganisée à nouveau en 1722, elle abandonne successivement le commerce de Saint-Domingue en 1724, celui du Levant en 1730 et celui de la Louisiane en 1731. Et elle n'assurera même pas celui du Canada. Le centralisme étatique et la concentration à outrance des capitaux d'actionnaires non concernés, plus rentiers que preneurs de risques calculés, prouvent dès le XVIIIe siècle leur inefficacité économique. À Pondichéry siège désormais le gouvernement général de l'ensemble des comptoirs français dans l'océan Indien. Toutes les activités de la compagnie en Inde et aux îles Mascareignes sont sous la haute autorité du gouverneur de Pondichéry. Le poste occupé par Lenoir est donc dès le début et restera encore durant de nombreuses années très convoité, surtout par des gouverneurs des autres principaux comptoirs. Dumas aux Mascareignes à partir de 1727 et Dublex à Chandernagor à partir de 1730. Âgé d'une quarantaine d'années, Lenoir leur impose malgré tout sa propre idée de la gouvernance, sans aucune faiblesse, parfois avec tolérance, en tout cas avec une grande autonomie à l'égard des directeurs de la compagnie à Paris. Se révélant d'un caractère entier, il provoque le mécontentement de Benoît Dumas, il s'attire l'animosité du jeune Duplex, mais il sait, à l'occasion, faire preuve de bienveillance. Il s'était abstenu, par exemple, en 1722, de faire arrêter Benoît Dumas, comme il en avait reçu l'instruction des directeurs. Que s'est-il passé?
Dumas se préparait alors à épouser la fille du gouverneur du comptoir hollandais de Porto Novo, en Inde, ce qui était vu comme une trahison à Paris. Plus tolérant que les directeurs parisiens, Lenoir considère certainement ces deux opposants, Dumas et Dupleix, comme des hommes de sa trempe qu'il respecte malgré les conflits. Entre gens au tempérament celtique, Dumas est originaire de la côte atlantique, Dupleix a passé toute son enfance et son adolescence en Bretagne, Lenoir vient du Maine, on ne réglait pas ses comptes ainsi, surtout lorsque c'est Paris qui l'ordonne. Chacun connaît les qualités de marchand et de négociateur de l'autre, mais Pierre Lenoir est d'abord l'ami du malouin Mahé de la Bourdonnais. Celui-ci en témoigne dans ses mémoires. Il vient alors de s'emparer pour la France de la ville de Mailly, futur Mahé, sur la côte de Malbar, et envisage de se lancer à titre privé dans le commerce. Et voilà ce qu'il écrit dans son mémoire, Mahé de la Bourdonnais. Cette guerre terminée, je tournai toutes mes vues du côté du commerce, et je résolus de rester dans l'Inde pour y armer à mon compte. Mes facultés étaient trop bornées pour rien entreprendre seul. Monsieur Lenoir, gouverneur de Pondichéry, qui m'honorait de son amitié, vint à mon aide. Nous armâmes le vaisseau le Pondichéry, dont je fus nommé capitaine et subrécargue, et nous fîmes voile pour le Bengale. Les bénéfices de cette première entreprise furent considérables. Voilà donc comment Mahé de la Bourdonnais s'est enrichi, et Lenoir aussi. Lenoir n'est alors que gouverneur intérimaire. Pour se lancer ensemble dans les affaires et partir sur le même navire, les deux hommes se font bien totalement confiance. Si Lenoir s'était méfié de la Bourdonnais, il ne l'aurait pas accompagné au Bengale, surtout pour une opération privée. Il est évident que cette amitié dépasse le simple cadre de leur activité respective et se rattache directement au sentiment profond d'une même origine régionale et d'une même culture commune. La Bourdonnais s'en remet donc à Lenoir pour l'instruire dans le commerce, ne doutant pas un seul instant de ses qualités de marchand. C'est d'ailleurs le plus grand compliment fait de son temps à Pierre Lenoir. Et voilà ce qu'écrit la Bourdonnais. Le nouveau gouverneur, le plus capable des successeurs de Martin, François Martin, marchand rusé, réfléchi, actif, entêté d'après Malleson, utilise les métaux précieux à payer les dettes de la compagnie à Surat, Chandernagore et autres établissements. Mis en confiance, les marchands indiens font crédit à Pondichéry et la colonie peut attendre l'envoi d'autres fonds de Paris. Voilà. Son refus d'obéissance concernant Dumas au directeur de la compagnie en 1722 serait-il la cause d'une disgrâce passagère? Toujours est-il que Lenoir rentre en France en 1723 officiellement pour raison de santé. Mais il revient à Pondichéry 3 années plus tard pour reprendre son poste de gouverneur, cette fois comme titulaire, et il s'y révèle un bâtisseur prévoyant et un excellent urbaniste. Il lance la construction de 2 casernes et de 2 magasins permettant d'entreposer du riz et du blé pour une année de consommation. Il fait aussi ouvrir 2 grandes avenues pour assurer un meilleur trafic et ordonne l'édification d'un mur d'enceinte en briques de 10 mètres de haut autour des 2 villes, la Blanche et la Noire, pour mieux les protéger de possibles attaques. Ainsi, sur son initiative, les 2 villes
seront entourés d'une enceinte fortifiée et de deux grandes artères principales, seront percées, la rue de Madras et la rue de Valdaour, qui sont aujourd'hui les rues Gandhi et Nehru. Une autorisation de construire est nécessaire et des ordonnances commandent la destruction des maisons qui ne respectent pas les alignements. Le Noir proclame ensuite une loi permettant à tous d'emprunter librement ces deux artères, ce qui en Inde n'est pas commun à cause des séparations très strictes entre habitants de castes différentes. Et voilà la déclaration de Le Noir. Le gouverneur lutte contre certains interdits de caste, frappant en particulier les intouchables, qui pourraient gêner la circulation publique. Il fait lire une proclamation à chaque coin de rue et aux portes de la ville par un Français à cheval. Elle est traduite par un interprète au tamoul. Et voilà ce que dit cette déclaration. Le roi de France ne veut faire aucune distinction entre ses sujets, quelle que soit leur croyance, leur race, leur richesse ou leur pauvreté. Par conséquent, chacun peut, à cheval ou à palanquin, emprunter pour rentrer chez lui les nouvelles voies percées. C'est là un vœu d'égalité qui, s'il paraît difficile à réaliser en Inde, témoigne de la mentalité si particulière des populations de l'ouest de la France. Et je rappellerai ici l'exclamation du professeur Jules Michelet à ses étudiants au début du XIXe siècle. C'est une gloire pour nos Celtes d'avoir posé dans l'Occident l'idée de l'égalité. Ou encore, la remarque du docteur Bucket du Maine pour l'époque moderne à propos des habitants de Laval. Les places, les dignités sont volontiers laissées aux étrangers parce que les Lavallois veulent tous rester égaux. Le jeune monarque Louis XV, petit-fils de Louis XIV, n'a certainement pas reçu cet atavisme et il est bien improbable, comme l'affirme le gouverneur Le Noir, qu'il ne fait aucune distinction de race, de rang et de croyance entre ses sujets. Louis XV est un Bourbon, se disant descendant des premiers rois francs, d'une race noble et seul habilité à s'asseoir sur le trône de France. Que peut représenter pour lui un intouchable ou même un brahman indien? Rien de plus qu'un serf de son royaume ou qu'un libre français descendant des anciens Gaulois des provinces qu'il juge naturellement inférieurs et sans culture. Le Noir démontre une intelligence sociale remarquable, lui conférant une grande habileté politique. À l'extérieur, M. Le Noir mène une politique pacifique, en rapport avec les circonstances, elle est même impeccable, écrit Roger Glachant. Relation bonne avec les princes Janigène et quasi confraternelle avec les Anglais et les Hollandais. Le Noir sait qu'il est à la tête d'une entreprise commerciale pleine d'avenir et d'une ville indienne en forte expansion. À la fin de son mandat de gouverneur, vers 1735, Pondichéry est déjà une cité de 100 000 habitants. Il n'y avait rien au début, c'était qu'un petit village. En 1735, date du retour de Le Noir en France, le chevalier de la Farelle écrit « Cette ville a beaucoup changé sous le gouvernement de M. Le Noir. Elle est changée si avantageusement, en toute chose, qu'elle ne serait pas reconnaissable à ceux qui ne l'auraient pas vue depuis 10 ans. » Pondichéry a des rues plantées d'arbres des deux côtés, ce qui est d'un aspect charmant. Mais le plus bel hommage d'époque qui lui est rendu est celui de son collaborateur adjoint, Ananda Rangapule.
Et voilà ce qu'il écrit. Comme un jardinier, M. Lenoir a amendé le sol, labouré, fumé et préparé pour la culture. Il l'a planté d'arbres qui fleurirent et portèrent des fruits dont il jouit en son temps. M. Dumas, son successeur, dévora le produit. En temps de M. Duplex, une tempête a dévasté le jardin. Alors on va remarquer au passage le talent lyrique de Rangapulet, celui des métaphores pastorales, comme on peut en trouver fréquemment dans la poésie d'auteurs bretons du XIXe et du XXe siècle. Faut-il s'en détonner, puisque le courtier indien témoigne des grandes qualités de Lenoir, qui l'a très certainement influencé jusque dans la manière de s'exprimer en français. Ainsi, parlant des importantes dépenses faites par le gouverneur Dumas en 1736 pour obtenir l'autorisation de frapper de la monnaie indienne, Ananda écrit « Pour obtenir ce coin, Monsieur Lenoir n'aurait pas tant dépensé. » Monsieur Lenoir n'aurait pas tant dépensé. C'est là une façon de s'exprimer typique des Gallo, habitants de l'ouest de la France, et que l'on entend souvent encore de nos jours. Tant y est souvent mis pour autant, comme dans l'expression gaspille donc pas tant. Or, le gouverneur Pierre-Christophe Lenoir est bien originaire du Maine, où on parle la langue galaise. Pour information, le coin de frappe est une épaisse plaque de métal, sorte de moule très dur, sur lequel on frappe les pièces de monnaie afin d'y imprimer leur valeur, leur nom, roupie ou pagode, et des marques spécifiques du pays et de l'État dont elles dépendent. Mais la réflexion d'Ananda Rangapulet témoigne surtout du souci constant du gouverneur Lenoir de ne pas dépenser inconsidérément le budget dont il dispose. À son retour de France, Lenoir occupe durant quelques années un poste de directeur de la Compagnie des Indes qu'il assume avec dignité et discrétion. Cette courte nomination n'est sujette à aucun retentissement particulier, ni en bien, ni en mal. Monsieur Lenoir était un négociant sagace, affable et sympathique. Il était versé dans les affaires de l'Inde, dit de lui le professeur Eugène Herpin en 1905, ce qui corrobore l'avis très favorable à son sujet de Ananda Rangapulet 160 ans auparavant. Il me semble plutôt rare qu'un gouverneur soit jugé affable et sympathique. La plupart de ceux officiant dans l'océan Indien au XVIIIe siècle ont plutôt laissé l'image d'individus autoritaires, jaloux de leur titre et peu soucieux de paraître aimables aux yeux de leurs subalternes, ce qui n'enlève rien, par ailleurs, à leur qualité d'administrateur et de commandant. Voilà pour Pierre Lenoir.